Ludo, où est ta bière? Ben là, moi, j'ai pas eu le mémo, là. Et voilà. Ça se peut que je vous ai volontairement pris par surprise là-dessus parce que je me trouvais drôle. Puis là, je m'excuse, j'aime pas D&D, fait que ça va paraître dans mon discours. C'est correct, je vais avoir des commentaires, des gens vont s'engueuler. Ouais, ils vont être fâchés. C'est ça qu'on veut, du drama sur cette Excellent. Mais tu sais, des enfants qui ont à se battre contre des espèces de bébites qui viennent d'une autre dimension, tu sais, c'est comme... Ça n'a aucun bon sens. Là, sont où tes parents? Ben c'est ça, c'est les années 90. Dans cet épisode, on kidnappe Cactus Fée, on discute des jeux d'horreur et les systèmes qui s'y prêtent le plus. On parle de quelques anecdotes de nos games. Il y a aussi Daggerheart qui est sorti, puis depuis ce temps-là, Flamme est virée folle. Eh bien, bonjour et bienvenue à notre podcast d'actualité rôliste. Je suis Flamme Beauregard, votre animatrice, et avec moi, comme toujours, mon co-animateur Ludo. Et aujourd'hui, spécialement, notre invité, Gab ou Cactus Fée, de la chaîne, justement, Cactus Fée GDR, c'est ça? Exactement. Ah, je suis pas payé comme ça, de mémoire. Bonjour. Bonjour. Fait que tu cherchais quelqu'un pour me remplacer déjà, Flamme, c'est ça? Oui. Non, Okay. mais est-ce que t'as écouté Bière et JDR, déjà? Des extraits, oui. Excellent. Donc, pour l'occasion, moi, je me suis prise une Dominus Vobiscum que je vais De la microbrasserie Charlevoix. De la microbrasserie Charlevoix, exactement. Hey, on dirait que je connais ça. Je suis pas une fan de bière habituellement, mais celle-là, je dois avouer que j'ai un petit faible pour celle-ci. Donc, une triple belge. Et je fais ça en l'honneur de, justement, l'épisode Bière JDR, où est-ce que vous dégustez de la bière, vous parlez de votre bière et ensuite vous parlez de jeux de rôle. Je veux dire, c'est fantastique comme concept. Ludo, où est ta bière? Tu sais que je ne bois pas d'alcool. Et voilà. Ça se peut que je vous ai volontairement pris par surprise là-dessus parce que je me trouvais drôle. Correct. Moi, je suis à l'eau ce soir. C'est bien correct. C'est fantastique. C'est peut-être sage d'ailleurs parce que il me semble que ça s'est réchauffé beaucoup. Oubliez pas de vous hydrater, tout le monde. Balthazar me dit... C'est ça, Balthazar? Mon comparse, ouais. Oui. Ouais, c'est ça. Oui. Il m'a dit qu'il prenait de l'alcool juste la fin de semaine. Il m'a dit pas la semaine. C'est ça qu'il m'a dit. Oh ben là, on va lui dire qu'il va en passer une. C'est ça. Oh, le coquin. Et derrière, sautons immédiatement dans les nouvelles du monde des jeux de rôle sur table. Nous avons eu une très grande nouvelle et on va parler juste de ça cet épisode-ci parce que Daggerheart est sorti puis je fais juste ça de ma vie maintenant. Je vois que Ludo est pas d'accord, donc je vais juste vous dire le livre de Daggerheart, on l'a même reçu en avance. Si vous écoutez l'épisode, par exemple, il va juste venir d'être sorti. Le livre est fantastique, le jeu est très bien et il y a eu plusieurs corrections depuis les bêtas qui étaient ouverts lors de cet été pour les fans comme moi qui ne pouvaient pas s'empêcher de sauter là-dessus. L'art est vraiment magnifique. Chacune des cartes est accompagnée d'un dessin qui lui est propre. On a quasiment l'impression d'avoir une carte Magic, mais on joue un jeu de rôle à la place avec ça. C'est fantastique. Et d'ailleurs, pour les personnes, nos auditeurs sont peut-être pas au courant, mais c'est autour d'une partie de Daggerheart que j'ai rencontré Cactus Fée, justement. Oui, à Draconis en présentiel en octobre dernier. Puis écoute, je pense que tu le sais, mais j'y allais de reculons. Parce que n'étant pas une fan de médiéval fantastique, ça me parlait pas tant. Mais c'est mes amis qui m'ont traîné là finalement. Et j'ai été agréablement surprise. J'ai réussi à avoir beaucoup de plaisir. Fait que, comme quoi. Oui. Puis je sais pas si je t'ai raconté cette anecdote-là. Je pense que oui, mais je suis pas sûr que Ludo la connaît. Et sûrement que nos auditeurs la connaissent pas. Quand moi j'ai appris que je te donnais cette partie-là, quand justement quelqu'un a dit « Ah! Il y a le podcast Bière et GDR qui parle de nous. » Et là, j'ai été l'écouter. Puis vous parliez des parties auxquelles vous alliez participer.
trippé, puis lesquels vous donnaient envie et tout ça. Et ensuite, vous avez fait, c'est quoi déjà la 6e game? Ah, je pense que c'est, on n'est pas sorti de l'auberge avec maître de jeu. Je suis pas sûr c'est qui le maître de jeu de tout ça. Il y a quelqu'un qui a fini Flamme, peut-être? Puis là, t'étais là, oh, c'est pas mon genre, mais ça va être ok. Puis là, moi j'ai fait, mais mon Dieu, c'est ma game. Ben, je sais qu'après la game, tu en avais parlé, t'as dit, ah, j'étais stressée, fait, je sais que t'aimes pas ça, tu veux des mal fantastique. Non, ben, j'étais stressé, mais en même temps, j'ai fait, ah ouais, le challenge, je vais répondre. Je vais répondre à ce challenge-là. J'ai bien hâte d'avoir ça. Puis en plus, j'étais quasiment rassuré aussi d'un autre côté, parce que je connaissais déjà 3 de mes joueurs. Je vous avais vu dans un podcast avant. Puis là, je savais un peu à quoi m'attendre. Puis je disais, c'est moi qui va les prendre par surprise. Et je vous ai servi, comme ma foi, une pas pire performance, mais on était fatigués. C'était le dimanche, la dernière plage. Vous aviez fait quoi, 5 games? Ouais, ta partie, c'était notre 6e, ouais. Ouais, donc dans le week-end, 1 le vendredi, 3 le samedi, puis j'étais la 2e le dimanche. Moi, j'avais couru tout le vendredi puis le samedi parce que j'organisais à Draconis les panneaux. Et là, j'avais libéré une plage parce qu'on manquait de maître de jeu, puis j'ai dit le seul moment que je pourrais offrir une game, c'est dans la période que plus personne veut. Mais j'ai mis là. Et je suis très... Je suis très contente finalement d'avoir pris cette plage-là, parce que c'est probablement pour ça qu'on s'est rencontrés. Mm-hmm. Ben oui, puis tu sais, ça a tellement cliqué que à cette heure, on se reçoit. Exactement. T'es venu de mon bar, là, je suis rendu du tien. Et ça fait vraiment plaisir de t'avoir, notamment parce qu'on veut parler de d'autres genres. Je dois avouer, je suis une fan de médiéval fantastique. Je suis un petit peu comme confortable dans ce style-là. Il existe d'autres genres. Oui, il paraît, Ludo. Les jeux de rôle, là, ouais, c'est que tu joues des rôles, pas juste des nains, puis des elfes, puis des hobbits. Ça a l'air que tu joues aussi des gens qui ont ben peur dans l'horreur ou des trailers. Et on va en parler, d'ailleurs. Mais avant de parler de ça, on va parler de notre 2e nouvelle de TTRPG, donc justement Donjon Dragon, sorti... donc un bêta, donc un Uncharted Arcana, à propos de sous-classes avec une thématique de l'horreur. Donc c'est certaines classes comme comme je crois que c'est le Warlock, Undead Warlock, avec le Undead Patron. Je crois qu'ils ont été chercher le barde qui a des histoires tragiques ou je m'en rappelle plus trop, à vrai dire, du barde. Qu'est-ce qu'il y a? Mais ce que je sais, c'est qu'il y a une classe d'artificer. Je sais que Ludo est moi, j'ai pas lu. À la Frankenstein? Ouais. Oh yes! Et ceci fait, ma foi, scandale. Étant donné que, oui, ben, la gang de Ghostfire Gaming, donc ceux qui ont justement fait la campagne que tu runs, là, le Drakenheim. Ouais, ben... Ouais, moi c'est Dungeon Dude, là, c'est pas... Ouais, ben ah non, attends. Oui, mais ils sont souvent en... Ouais, mais c'est pas le gars qui fait le show, là. Non, c'est ça, c'est pas le même. Je sais qu'ils ont fait des coopérations, puis je crois que pour des modules... Donc, je sais pas si tu peux le prendre dans Drakenheim ou non, mais c'est vrai, c'est la gang de Ghostfire Gaming. Ouais. On fait des sous-classes à thématique d'horreur. OK. Et il y avait le réanimateur à l'intérieur de tout ça. Puis je pense que tu peux les utiliser et l'importer dans D&D Beyond, à moins que je me trompe. Okay. Donc, on dirait que Donjon Dragon a copié l'idée et il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Et là, c'est un petit peu scandaleux, plagiat et tout ça. Donc, des bons potins que j'aime beaucoup sur les internets. Mais c'est vrai, c'est pas... Ils font des alliances avec les Dungeon Dudes, ils s'entraident, mais c'est pas... mais ils en parlent tellement souvent. Et je parle du Eldritch Lorecast, qui est un podcast d'actualité rouliste, presque aussi bon que le nôtre, de personnes qui sont australiens et américains, puis ont quoi comme peut-être 50 000 personnes qui écoutent seulement, mais tu sais, c'est ça. Pareil. C'est pareil. Mais à peu près dans ces chiffres-là, right? Écoute, presque. Ok, moi je te gage le prochain livre. OK.
que si on sortit un EA sur l'horreur, là, ils refont un Ravenloft. Ils ont sorti un livre de Ravenloft, je pense un roman dernièrement. Je pense qu'ils mettent le terrain pour pouvoir en sortir un autre. Puis justement, Cactus Fée et moi, on avait une conversation juste avant de l'enregistrement où est-ce que je demandais son avis, parce que moi j'ai déjà un avis tranché là-dessus, sur des jeux puis des systèmes comme Donjons Dragons. Est-ce que ça peut jouer de l'horreur? C'est ça. Ben, en fait, puis ça, on n'en a pas parlé tantôt, là, puis je sais pas si tu veux aller là maintenant, mais, tu sais, tant qu'à prendre un système puis l'adapter à de l'horreur, ben, je pense que, tu sais, les systèmes généralistes, mettons comme, tu sais, si Tom était là de Roll-moi ça, il dirait le Cypher System, moi, je vais te dire Fate Core, qui s'adapte à tout, que tu peux tout faire parce que c'est essentiellement narratif, fait que je pense que oui. Je pense que D&D, on parlait justement avant d'enregistrer là, du concept de vulnérabilité là, qui fait que l'horreur fonctionne quand on se sent en danger. Puis que dans D&D, ben, essentiellement, on joue des héros. Hein, fait que Donc, c'est un peu difficile de se sentir vulnérable. Je veux dire, niveau 1, 2, 3, contre les choses qui nous balancent dans Ravenloft, qui sont débiles, t'as l'occasion d'avoir peur. Ouais, mais t'es vulnérable ou t'es poche? C'est comme. C'est tellement un bon point, puis je suis contente que tu l'amènes. T'es juste pas de niveau. Mais il y a moyen de jouer un roleplay, un système. Je veux dire, un système, ça soutient comme certaines mécaniques, comme de succès ou non-succès. Et des fois, il peut apporter, comme je veux dire, de l'inspiration. Ça me fait penser beaucoup à Vampire the Masquerade. Où est-ce que les anciens systèmes, quand tu manquais de sang, quand ton vampire avait faim, tu étais censé le jouer, où est-ce que tu vois avec un filtre rouge, tu as le goût de boire la personne qui est devant toi. Mais tu n'avais rien comme système qui soutenait ça. C'était vraiment, est-ce que les joueurs vont jouer? Donc on peut le faire. Mais quand on est arrivé avec la 5e édition, puis je pense que c'est le coup de génie de la 5e édition de Vampire, pas juste de Donjons Dragons, il y a d'autres éditions qui en ont 5. Ce qu'ils ont fait, c'est que plus tu as faim, plus tu changes tes dés pour des dés rouges qui représentent justement cette faim-là. Puis les dés rouges, si tu as des coups critiques ou des échecs critiques, c'est grave. Okay. C'est pas toi qui réussis, c'est la bête qui obtient ce qu'elle veut. Et donc, tu as une mécanique qui soutient justement cette horreur psychologique-là, le fait que tu as faim, le fait que tu perds le contrôle de ton personnage et il ne va pas nécessairement arriver. Tu sais, tu as tout ce soutien-là. Donc, je sais qu'il y a des personnes qui vont dire avec Donjons Dragons, c'est une question d'atmosphère. Puis on a eu David sur le show, il y a une couple d'épisodes, qu'il m'a fait toute une game de Ravenloft avec Donjons Dragons. Et c'était incroyable. Jusqu'à temps qu'on atteigne le niveau 5 puis qu'on tue tout. Ouais. Mais justement, est-ce que Gab t'a dit tantôt que le médiéval fantastique c'était pas ta tasse de thé la plus. Bon. Au côté horreur, je me dis ça doit pas non plus être la meilleure. Le médiéval fantastique doit pas être la meilleure étape, dans le fond. Quand tu te bats contre des dragons, t'as des épées magiques puis t'as des sorts, c'est peut-être pas le. Toi, quand tu as vécu ça, là, c'est quoi que quand tu fais des jeux d'horreur, c'est quelle époque que tu préfères? Ben en fait, tu sais, je pense qu'il y a moyen de faire de l'horreur pas mal à toutes les époques ou tous les settings. C'est sûr que je pense que tout ce qui est soit rétro, tu sais, mettons, rétro. Avant l'ordinateur. Fin 80, là, mais tu sais, mettons, justement, quand on tombe dans années 80 en montant, là, je pense que c'est un beau terrain de jeu. Peut-être parce que c'est plus près de nous aussi, peut-être aussi parce qu'on a tendance à ce moment-là à jouer plus des kidam qui sont pas des héros, justement. Tu sais, avec Flamme, tantôt, je parlais d'horreur liminale. Qui est supporté beaucoup par des tables aléatoires, puis tu joues vraiment monsieur, madame, tout le monde, souvent, tu sais, qui est confronté à une situation horrifique. Fait que là, t'es dans la vulnérabilité totalement, parce que tu vis ta vie, puis arrive quelque chose, il y a un point de rupture, tu sais.
Fait que je pense que ça se prête mieux, mais tu sais, je veux dire, j'ai fait de l'horreur aussi à une époque, tu sais, passée aussi, comme j'ai joué à Weizen sur la chaîne de Roule-moi ça. On a fait une mini-campagne, puis c'est Irlande mythique, tu sais, puis on est vraiment avec des monstres du folklore. Puis il y a moyen de rendre ça très, très... mais tu sais, c'est ça, c'est dans l'atmosphère. Je pense aussi que ça prend un contrat social de dire, OK, quand on joue de l'horreur, fait qu'on on se structure pour avoir cet environnement-là, là, tu sais. Je pense qu'il faut se mettre dans ce mode-là aussi, là. Fait que je pense que c'est possible à toutes les époques. Mais après, est-ce que la mécanique du jeu va te mettre des bâtons dans les roues dans l'atmosphère que tu veux donner? Je pense que ça prend quelque chose de narrativement efficace pour mettre une ambiance horrifique. T'sais, justement, puis là, je m'excuse, j'aime pas D&D, fait que ça va paraître dans mon discours, mais je vais contrebalancer parce qu'habituellement, vous aimez beaucoup D&D sur la chaîne. Il va y avoir des commentaires, les gens vont s'engueuler, ceux qui défendent Donjons Dragons, ceux qui vont être fâchés, ceux qui n'aiment pas Donjons Dragons, mais qui vont le défendre quand même. C'est ça qu'on veut, du drama sur cette Excellent. Mais non, mais gars, Twitch their own, mais je trouve que, tu sais, justement, moi, mon expérience, en tout cas, que j'ai avec D&D, du moment que tu tombes dans des scènes un peu plus d'action, a.k.a. combat, entre autres, c'est tellement long que tu perds l'attention. Tu perds le momentum, tu perds l'espèce de côté obscur, tu sais, l'espèce de pression, elle se perd parce que c'est tellement long faire avancer l'histoire. Tandis que quand tu es dans quelque chose un peu plus narratif, un peu plus léger, ben, ça te donne la place, justement, pour garder cette tension puis cette ambiance-là, tu sais. Fait qu'effectivement, tu sais, pour revenir à ce que Flamme disait au début, je pense pas que D&D, c'est nécessairement le meilleur système pour jouer de l'horreur. Tu sais, tu parles de système... celui que tu as le plus joué, puis qui t'ont plus mis dans le mode, c'est-tu plus ceux-là qui sont narratifs ou ceux-là qui sont stratégiques? Tu sais, mettons que tu joues avec des petits potons, puis là, tu te déplaces de 15 cases, puis là, t'as un monstre, puis là, tu recules. Moi, quand je fais du jeu de rôle, je fais pas des mathématiques. Fait que c'est sûr que s'il faut que je compte des cases, déjà là, tu me perds. Tu sais, s'il y a quelque chose qui revient dans les jeux que j'ai faits, c'est justement, il n'y a pas ce côté... Tu sais, s'il y a de la stratégie, ça va être au niveau tactique, de l'histoire. Tu sais, ce sera pas du bon, ben si j'ai tant de pourcentage de cover. Tu sais, si je veux calculer mon pourcentage de cover, je vais jouer à Warhammer, tu sais. J'aime le fait qu'elle n'ait pas nommé Donjon Dragon. Mais pas non plus Pathfinder. Parce que quand tu as dit que je ne pas de thématique, je me suis dit, qu'est-ce qui arrive avec J'y ai pensé, mais je ne l'ai pas dit. Qui joue à Pathfinder, qui est aussi connu comme Matt Finder. On parle pas de Pathfinder quand je suis là. C'est bon, on parlera pas de Pathfinder. Je marche bien ce système-là, fait qu'on peut pas bâcher dessus. Il fait qu'est-ce qui est bon faire, la stratégie. Mais c'est vrai que les jeux d'ambiance, le fait, avec les systèmes qui sont faits, où est-ce que quand on rentre en combat, ça devient un jeu stratégique, ça brise cette ambiance-là. C'est un autre plaisir. Mais si on veut maintenir l'ambiance, le stress, le thriller, l'horreur, probablement que ça prend d'autres résolutions quand il y a du combat. Quand il y a des... Oui. Je le sais qu'il y a des gens dans les commentaires qui vont dire « Ouais, mais moi, je suis capable de... » Ben, tant mieux, puis je suis vraiment contente pour toi. Mais moi, c'est malheureusement pas ce que j'ai vécu. Puis tu sais, je sais que tout est possible, puis je sais que ça passe beaucoup aussi par le maître de jeu, sa façon d'amener l'histoire. Ça, je suis complètement d'accord. Il y a des maîtres de jeu que, peu importe le système, il va l'alléger ou le complexifier dépendamment de quel effet il veut donner. C'est parfait. Je peux-tu backtracker et te poser une question, Flamme, sur Vampire? Absolument. Les dés rouges que tu parlais, Passion des rouges, est-ce que les faces sont différentes? Est-ce que tu as plus de pourcentage de chances d'échec ou... Non, t'as pas plus de chances d'échec. Donc, pour les personnes qui voudraient savoir un petit peu comment fonctionne Vampire, le système, ça fonctionne avec des bassins de dés. Donc, plus qu'on a des compétences, plus on reçoit de dés à ce moment-là. Habituellement, c'est un attribut plus un talent.
Donc, comme par exemple la science, puis l'intelligence. Puis là, on fait notre petit bassin de dés, puis on les roule. Et quand on dépasse un certain nombre, ou dans le cas des dés vraiment de Vampire, il y a des petits symboles pour les réussites, puis c'est vide quand c'est un échec. Et là, on veut avoir le plus de réussite possible sur nos dés pour réussir nos actions. Et la version rouge a deux grands impacts. Premièrement, la version du coup critique. Parce que là, il y a un des symboles de réussite qui, lui, c'est un coup critique. Puis si on les accumule, on peut obtenir encore plus de succès. Bien, si c'est sur un dé rouge, c'est mal. Parce que c'est la bête qui fait un coup critique. Donc, à la place, si tu voulais subtilement assommer quelqu'un, un garde, pour pouvoir passer, tu risques de subtilement lui arracher la tête. Beaucoup plus brutal, tu sais. Donc, ça vient souvent avec des conséquences. Mais la chose qui est différente sur le dé rouge, c'est la tête de mort. Si on échoue une action et qu'on a une tête de mort ou plus, à ce moment-là, la bête est fâchée et elle prend le dessus. Et par prendre le dessus, c'est t'es obligé de jouer un trait de ton clan. Comme il y en a qui sont très violents, il y en a qui sont dans le contrôle, il y en a qui sont des kleptomanes. Donc, tu es obligé de jouer un trait de ton clan et justement, ça inspire le roleplay, sincèrement. Le système soutient le roleplay à ce moment-là. C'est quasiment pas une conséquence parce que c'est une excuse. C'est une assignation de roleplay. Pour mettre de l'emphase, justement. Pour mettre de l'emphase. J'aime ça. Puis l'autre chose mécanique, c'est que les dés rouges, on peut pas les rerouler parce qu'on peut mettre du willpower, avoir un peu de contrôle sur les jets si on n'est pas satisfait de ce roulement-là. Mais ces dés-là se reroulent pas. C'est ça le résultat des dés rouges. Donc, c'est ça, sans parler du fait que quand on commence à être à un certain niveau, à n'importe quel moment, on peut juste perdre le contrôle. On peut tomber en frenzy. Donc, c'est bien fait. J'aime beaucoup. Drôle de question. OK? Oui. Vampire. Vampire. On joue des vampires. On joue dans un monde dark. Ouais. Est-ce que c'est un jeu d'horreur? C'est débattable. Et je pense que... On en parlait en plus tantôt. C'est ce que je me pose comme question. Parce que, tu sais, ils ont vampire, ils ont loup-garou, il y a mage, il y a hunter. À la limite, Hunter, je le vois peut-être plus comme... Ouais! Tu sais, dans le sens que t'as des bébites qui te courent après, puis bah, c'est sûr que t'es équipé comme ça. Tu cours après les bébites, puis t'es quasiment Tom dans son garage, là, avec Brenda qui vient aider une fois de temps en temps, parce qu'elle a accès à un char, tu sais. Ouais. C'est un peu la vibe, là, broche à foin, on s'en va tuer un vampire ou un garou. On sait pas exactement qu'est-ce qu'on va tuer, mais on a une assignation pour... Parce que dans Vampire, t'es un vampire, t'es un monstre, t'es comme... Tu sais, je pense que quand je comprends vampire égale horreur, mais quand on parle de jeu, qu'est-ce qu'on veut vivre, puis mettons que tu dis je veux jouer un jeu d'horreur, si tu joues à vampire, je suis pas sûr que t'atteins l'objectif que tu veux atteindre, tu sais. Pas sûr que tu vas avoir peur. Tout est possible. Ouais. Je suis d'accord et en désaccord. C'est ça. Mais vas-y, Flamme. Ben, tu sais, si on prend Donjon Dragon puis on joue les sous-classes d'horreur, il n'y aura pas d'horreur. C'est juste que à la place d'avoir un robot quand t'as un artificier, t'as un mort-vivant. Tu sais, je veux dire, c'est pas c'est pas parce que t'as cette sous-classe-là que ça devient une teinte d'horreur. C'est pas ça. Souvent, c'est la vulnérabilité. Souvent, c'est de se sentir déchiré, c'est de vivre des situations, vivre du stress lié à des situations impossibles. Du moins, un peu comment j'envisage l'horreur et je suis vraiment très curieuse de savoir la version de Gab plus tard. Mais pour moi, c'est ça. Et dans Vampire, t'as beau être plus fort, les mortels sont vraiment... Ils peuvent rien contre un vampire. Donc, c'est des pions autant dans ton jeu, autant que t'es beaucoup plus fort que lui. Ceci étant dit, il y a beaucoup de personnes qui sont plus fortes que toi. Donc, il y a un horreur politique. Tu es dans un système de personnes qui ont des façons de penser qui datent d'il y a des centaines d'années, que maintenant, c'est eux qui ont enfin le pouvoir, puis ils se sont fait chier, si vous permettez, pendant longtemps.
Puis eux, maintenant, vont imposer leur vision du monde. Puis c'est pas grave qu'on soit rendu dans un nouveau siècle. C'est comme ça que ça fonctionne, puis il peut te l'imposer. Tout le système peut te l'imposer. Et tu as besoin d'eux autres. Parce que tu as une gang de fous qui disent on est des vampires, on devrait faire des choses horrifiques, qu'eux autres, ils ont complètement perdu la boue. Donc, juste ce côté-là, les choses que tu es obligé de faire, les trucs qu'on t'envoie comme assignation, est-ce que c'est à déchirer, on a brisé la mascarade des vampires, arrange-toi pour que ces innocents-là meurent. C'est ton. Puis là, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu essaies de les sauver? Est-ce que tu es tues? Comment tu t'y prends? Comment tu t'y prends devant des situations impossibles? Puis là, c'en est une parmi tant d'autres. Ou est-ce que tu t'en vas faire quelque chose que tu sais que tu vas mourir, mais si tu le fais pas, tu sais que tu vas mourir aussi? Donc, tout ce côté-là, tu es vulnérable parce que tu es un pion dans le jeu d'entités qui sont là depuis beaucoup plus longtemps que toi. Et l'autre chose qui est de l'horreur, c'est que tu as une bête à l'intérieur de toi. Et tu perds le contrôle de ton propre personnage. Tu peux même plus te faire confiance à toi-même. Tu joues un Malkavian, puis là, tu joues pas ça en comic relief. Là. Admettons, tu joues les vampires dont leur malédiction à eux, c'est la folie. Et là, bien joué, là, avec ça, un maître de jeu, tu sais pas qu'est-ce qui est vrai. Tu peux même pas te faire confiance à toi-même. Il y a du matériel d'horreur derrière ça. Okay. Donc, mais c'est peut-être pas c'est un autre type d'horreur, je crois. Oui. Et c'est là où est-ce que je suis curieuse de savoir, toi, Gab, c'est quoi ta vision de l'horreur et comment tu le joues? C'est quoi qui te permet d'atteindre ça? Ben, pour comme revenir un peu là, à la question de Ludo, dans le fond, tu sais, je pense que tu as fait un beau tour de roue, là, dans le fond. Tu sais, il y a plusieurs types d'horreur qui existent. Puis on parlait justement du concept de vulnérabilité là, qui vient nourrir justement ça. Mais je pense que justement, tu sais, puis j'ai pas joué à Vamp sur table, là, Disclaimer. Là. J'ai fait des lives de Vamp dans ma vie, mais c'est pas mal tout. Fait que tu sais, je connais les clans et tout ça, mais tu sais, c'est assez superficiel ce que je connais de cet univers-là quand même. Mais moi, ce que je retiens, surtout de ce que tu as dit par rapport à la perte de contrôle, l'espèce de descente que ton personnage finit par vivre, pour moi, c'est du body horror, là. Oui. Absolument, là. Tu sais, fait que oui, ça peut en être, mais après, ça dépend. Ta gang, vous décidez de mettre l'emphase sur quoi, tu sais? Oui, il doit y avoir une entente. Je pense que tu en avais parlé, là. Là, on joue de l'horreur. C'est quoi que les joueurs doivent dire? Ils doivent. Quel contrat ils signent quand ils jouent de l'horreur? Ben, tu sais, je pense que c'est toujours à discuter avec les gens impliqués, mais je pense que la grosse base, c'est de se dire, ben, regarde, on s'entend qu'on va essayer de pas trop cabotiner, puis on va essayer, tu sais, de respecter cette ambiance-là. Puis on va essayer aussi d'être ouvert, puis, tu sais, c'est possible que toi, t'aies pas peur. En tant que Flamme, en tant que Ludo. C'est très, très possible que t'aies pas peur. Mais ton personnage, là, lui, ça se peut qu'il ait peur, tu sais. Fait que je pense aussi qu'il faut accepter de jouer la vulnérabilité d'un personnage puis de jouer cette peur-là, tu sais, de se laisser prendre justement au jeu puis à l'atmosphère d'eux, là. Fait que je pense que ça en fait partie, là. Puis c'est quoi les jeux que qui ont, selon toi, là, selon ce que tu as vécu, là, que tu as plus ressenti, mettons, la pire peur ou la pire frousse, ou tu sais, là, tu t'es fait comme un cibole. Ça, c'est. C'était pas un jeu d'horreur. Je pense que c'était vraiment avec Fate Core. On avait une partie DMée par le DM à cravate qui s'appelait La Montagne Verte, qui était un peu sa version de Stranger Things. Donc, on était dans une petite ville proche de la frontière des États-Unis, un petit village très, très forestier, une ville qui s'appelait Montagne Verte. Et on jouait une bande de préados dans les années 90. Puis, il y avait finalement des trucs inimaginables à cette bande-là. Mais
je pense que ce qui faisait qu'on était aussi investis, c'était l'espèce de chimie entre les personnages, l'attachement qu'on avait avec les autres. Fait que quand il arrivait quelque chose à un autre enfant, on capotait, là. Tu sais, fait que je pense que c'était pas nécessairement la bébite qui nous faisait peur. C'était, hey, un tel, là, il est en train de perdre la boule, un tel, il se passe telle affaire. Tu sais, fait que je pense que mes plus gros frissons, mes plus grosses... mes plus gros motons dans la gorge, mettons, ça devait être avec cette partie-là, justement. Mais on avait une espèce de tempête parfaite, là, tu sais. La complicité entre les joueurs était là. On avait vraiment un gros attachement envers nos personnages. Tu sais, l'univers était comme très, très, très bien établi. Fait que je pense que tous les ingrédients étaient là, tu sais. Puis il y avait le côté nostalgie aussi qui est le fun, là. Puis, qui n'a pas rapport avec l'horreur, mais qui... Quand tu joues quelqu'un de plus jeune aussi, t'es plus... t'es un peu plus influençable, un peu plus faible, un peu plus... Mais tu sais, des enfants qui ont à se battre contre des espèces de bébites qui viennent d'une autre dimension, tu sais, c'est comme... Ça n'a aucun bon sens. Là, sont où tes parents? Ben c'est ça, c'est les années 90. On va jouer dehors, puis on revient quand les lampadaires ferment. Là. C'est... Quand ils ouvrent, tu veux dire? Ouais. Ah ouais, c'est ça. C'est quand ils ferment, ça veut dire qu'ils ont passé la nuit dehors jusqu'aux petites heures du matin. C'était pas ça, vous autres? Ah. Non, c'était pas... Ça, c'était peut-être tes parents qui essayaient de se débarrasser de toi. Oh, c'est la nuit dehors. Mais sinon, une game que j'ai eu particulièrement peur, c'était à Draconis, justement. L'édition l'année passée... Non, c'était il y a 2 ans. C'était une partie de Weizen. Puis là, je pense que le DM s'appelait Benoît. Je suis plus certaine. Mais en tout cas, incroyable DM. Puis il y avait quelque chose... Tu sais, on parlait de l'ambiance... Il y a quelque chose dans la façon que le DM va t'apporter l'information. Quelque chose dans le débit, dans le ton. Je sais pas, il y en a qui l'ont, puis il y en a qui l'ont pas pour l'horreur, là. Lui, c'était incroyable, juste avec le ton de sa voix. Le fait qu'il prenait le temps de nommer les choses. Le fait qu'il, tu sais, il changeait de débit. En tout cas, bref, c'était pas nécessairement une game qui m'aurait... Tu sais, sur papier, là, tu m'expliques c'est quoi l'histoire. C'était pas épeurant tant que ça. Mais de la façon de la porter. De la description. Tu sais, en tout cas, bref. Je pense que tu peux rendre pas mal d'affaires terrifiantes, dépendamment de comment tu l'amènes. Ouais. Finalement, là. Ça dépend aussi, en tant que joueur, comment que t'es. C'est sûr que... plus que t'es fatigué, plus que tu risques d'être influençable sur l'horreur pis ces choses-là. Là. Fait que c'est... Tu vas avoir peur... Ou le décrochage. Ouais. des fois, c'est mieux le soir, mettons. Tellement chicken. Vous avez aucune idée. Moi, j'ai joué une game de Donjon Dragon pis j'ai peur. Je sais pas. Ouais. C'est pour ça que je joue pas beaucoup d'horreur. J'ai plus de difficulté à embarquer dans les jeux de table pour l'horreur, pour dire que je vais avoir peur. Il faut plus que je m'imagine mon personnage, mettons. Là. C'est plus rare que moi j'ai peur en jouant des jeux, là, mais les jeux vidéo, c'est complètement l'inverse. Là. C'est comme... Je vois des jeux vidéo d'horreur, puis je fais comme non, je joue pas à ça. Ouais, mais les jeux vidéo d'horreur, l'affaire, c'est les maudits jumpscares de mal. Ben, ouais. Mais c'est ça, mais tu sais, comme des jumpscares, c'est dur à faire en jeu de table. Oui. Tu sais, il faut que tu... Oui. Mais tu sais, c'est comme... T'as une chance sur 2 qu'on se mette tout à j'ai déjà eu ces moments-là où est-ce que j'ai eu un jump scare, où est-ce que c'était... j'étais contente parce que j'avais une thématique d'horreur dans une partie typiquement Donjon Dragon et avec beaucoup d'umbo. Et j'ai réussi à faire que j'ai une personne qui hurle de peur juste avec une description. Puis j'ai eu un de ces plaisirs-là. C'est comme si j'avais un check sur une checklist, là. Parce que la personne était tellement dedans, mais c'était une version où est-ce que c'était vraiment c'était axé beaucoup plus sur le jeu.
Je pense qu'à vrai dire, j'avais utilisé mon système maison pour cette partie-là. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'était monté un monstre de combat, puis qui s'est réalisé qu'il torchait tout, qu'est-ce qui venait contre lui, mais il réussissait pas à régler le problème. Puis il était aussi fichu que tout le monde. Puis c'est là qu'il a réalisé comme, oh, va falloir que je joue d'une autre manière. Va falloir que je réfléchisse. Puis soudainement, les personnes qui étaient plus sociales, qui pouvaient aller chercher de l'information ou comme essayer de manipuler les gens pour aller chercher ce qu'ils ont besoin ou de faire que c'est d'autres personnes qu'on va sacrifier, pas nous. Finalement, c'était. Mais qui savaient pas se battre, c'est que c'est eux qui montaient sur le top, mettons. Mais j'imagine que c'était ça parce que mon système maison n'était pas forcément un système pour l'horreur. Mais c'était l'ambiance. C'était comment on décrivait, puis comment est-ce qu'ils sont tous fichus en ce moment, à moins qu'ils trouvent une solution. Sortir de là. Tu sais, on parlait de, bon, qu'est-ce qui te fait peur dans une game d'horreur? Mais c'est pas nécessairement la peur, l'objectif. Je pense. Je pense que de vivre des émotions fortes, autres que la peur, ça peut être aussi cool. Ouais, je pense justement... encore à Draconis. Hein? On va plugger Draconis, let's go. J'ai fait, l'automne passé, j'ai fait une game de 10 Candles. Ça faisait super longtemps que je voulais essayer ça. Ça part tellement vite. Niveau ambiance, là, je sais pas si vous avez déjà essayé ce jeu-là. Là. Non, mais j'en ai entendu parler. Donc, 10 Candles, quand on organise ça à Draconis, je pense que ça prend une salle à part. Oui. Parce que la seule lumière, c'est celle de 10 chandelles. Et si je comprends bien, au fur et à mesure, elles s'éteignent et vous jouez de plus en plus dans la noirceur. Est-ce que c'est bien ça? Ouais, écoute, tu fais juste le dire et j'ai encore des frissons. C'est ridicule. Je te le dis, là, tu sais, quand on dit... Regarde, j'ai pas nécessairement eu peur. Tu sais, il y a eu des moments où je me suis sentie mal à l'aise. Mais... Puis le bon mal à l'aise, là, pas le mauvais mal à l'aise. J'étais pas sur le bord de pogner une X-card puis de la pitcher, là. Mais... vivre des émotions fortes, parce que oui, en fait, 10 Candles... Le concept, c'est pour une raison ou une autre, le ciel s'est éteint. Il n'y a plus du tout de lumière nulle part. Puis là, ben, après quelques jours, ils arrivent. Qu'est-ce que c'est, ils? On ne sait pas, puis ça dépend de la partie. OK. Bref, faut que toi et ton groupe, qui sont des kidam vulnérables, qui sont pas des héros, faut que vous partiez d'un point A à un point B, ou bref, vous avez quelque chose à faire. Nous, il fallait qu'on parte d'un point A au point B pour espérer s'en sortir. Mais au fur et à mesure, quand tu rates des dés, t'éteins une chandelle. Et là, c'est très, très ritualistique. Tu sais, on parlait de l'ambiance, là, c'est très, très ritualistique comme jeu. Quand il y a une chandelle qui s'éteint, on se nomme des vérités. Fait qu'autour de la table, on fait le tour. Puis on se dit, bon, ben... Puis là, c'est de la narration partagée. Fait que tu dis, il y a telle affaire dans le noir. Tu sais, t'inventes quelque chose, puis ça devient une vérité. OK. Fait que là, tout le monde nomme un élément de quelque chose qui va se passer. Puis là, ça devient la vérité. Puis on repart. Puis t'as des... je me rappelle plus comment ils appellent ça, mais un espèce d'objectif personnel que si ton personnage réussit à l'atteindre pendant la partie, il obtient un dé d'une autre couleur. Parce que, dans le fond, je pense que c'est sur des 6. Il faut que tu lances une poignée de dés, puis c'est des 6, puis c'est le nombre de chandelles qui restent autour de la table. Puis tu as le dé d'espoir. Quand tu réussis à atteindre ton objectif personnel, tu as ton dé d'espoir. Fait que ça donne un dé de plus pour réussir. Et tu le sais qu'à la fin de la partie, tout le monde va mourir. Fait que tu le sais, là, t'es condamné, là. Fait que déjà, de savoir avant? Ça... Ben, tu peux décider de... OK. Parce que t'as pas nécessairement... Tu sais, t'as pas de compétences, t'as pas de point de vie. Tu sais, tu peux décider dans la narration, si tu veux jouer de même. Mais en tout cas, moi j'ai joué une fois, puis on s'est rendu à la fin, puis c'est à la fin qu'on est décédé. Mais c'est tellement... Tu sais, ça devient tellement émotif puis intense comme partie, là. Moi, en tout cas, pour vrai, si vous aimez les sensations fortes, là, très, très cool. Très, très cool. Mais est-ce que c'est de l'horreur? Tu sais, il y avait pas de gore, il y avait pas, tu sais... Il peut en avoir. Ça peut être épeurant. Oui. Ben, il y a quand même un aspect un peu épeurant, là. Il y a plus de ciel, là.
C'est quand même... Non, c'est ça. Il y a plus, tu sais, les gens essayent de survivre avec des génératrices qui sont pas très fiables. Tu sais, il y a des petits points de lumière ici et là, mais... Ouais. Ouais. T'as parlé, Ludo, que t'étais intéressé de... Ben toi, t'as carrément joué des games avec Call of Cthulhu. Ouais, ben, dans le fond, ça date de... Un classique de l'horreur, ça? Ouais, ça date de la deuxième édition, en plus, moi, de Call of Cthulhu. Qui était pas mal en même temps que... Ah non, c'est pas la deuxième, c'était la... Je sais plus. Ok, je sais plus c'était quelle édition. Mais c'était en même temps qu'on jouait à Donjon Dragon. On jouait à Donjon Dragon Ravenloft. Puis on avait peur. On se faisait des peurs. Puis tout. Puis on s'est dit, hey, on va essayer un jeu de peur, tu sais, un jeu pour se faire peur, à la place d'un jeu de Donjon Dragon avec des éléments de peur, mettons. On a dit, on va jouer à un jeu de peur. Puis, tu sais, je veux dire, on se faisait vraiment peur à Donjon, là. Mais là, on s'est dit, on va essayer Cthulhu. Puis, on était des adolescents en train de se faire des puis t'as beaucoup d'imagination quand t'es adolescent, là. Puis t'as encore peur de certaines choses, tu sais, sans vouloir trop... Mettons, des fois, la porte est fermée, il y a du bruit de l'autre bord, tu fais comme, ouf, de la merde, tu sais. Tu vas chercher une pinte de lait dans le sous-sol. Ouais, le sous-sol, il reste épeurant, là, tu sais. Le fameux effet que quand tu fermes la lumière, tu pars à la course, là, pour te rendre où c'est qu'il y a la lumière, là, c'est ça. Puis, c'est ces moments-là qu'on a eu le plus peur. Je veux dire, c'est quand même assez facile à jouer Call of Cthulhu, là, c'est sur le basic system, là, c'est que tu joues des pourcentages, puis t'as rarement des pourcentages. Il y a beaucoup de monde qui dit que tes personnages vont virer fou, presque assuré, là, mais nous autres, toutes les fois qu'on a joué, on a même pas passé proche de virer fou, tu sais, en tirant les dés puis tout, là. Fait que, tu sais, c'était... Je pense que ça dépend de... Mais pendant 3-4 ans, c'est pas arrivé, nous autres. T'sais, on n'a pas eu quelques... Oh, quand même. Non, on n'a pas eu quelques petites affaires, là. T'sais, mettons, il y en a un qui bégayait, puis des affaires de même, là. T'sais. Mais virer fou, là, non. Pas à ce point-là. Puis, mais, je me rappelle que il y avait comme une mission qui était dans une maison, puis il pleut dehors, t'as plus t'es en 1920, t'as plus d'essence, le fait que là, t'essaies de trouver une place pour vivre tout, puis essayer de trouver de la lumière, puis tu sais, en tout cas, puis la seule place qui a de la lumière, c'était au grenier, puis là, ils se sont dit, ben, on va aller voir pourquoi il y a de la lumière là, parce qu'ils voulaient pas aller dans le sous-sol. Évidemment, tu sais, ils voulaient pas aller voir les un grenier, ça fait tellement moins peur, un grenier, hein? Ben, c'est ça. Puis là, ils montent pour aller comme au grenier, parce que, tu sais, ils voient un petit peu de lumière en bas de la porte. Puis là, quand ils arrivent proche, il y a comme deux ombres qui apparaissent où la porte, avec un son, tu sais, puis qui vient se placer où la porte. En fait, fuck! On y va pas, finalement. Fait que... Je me rappelle, c'était moi le maître de jeu, puis je me rappelle, j'ai pédalé en tabarnouche pour trouver quoi leur faire, parce que finalement, ils ont décidé de rien faire. Fait qu'on a passé 2 heures... J'avais trop peur! Ouais, c'est ça, on a passé 2 heures à... Ah, c'est bon. Je faisais des bruits, puis je disais qu'il y avait des sons, puis les autres, ils étaient dans le salon, puis ils étaient comme... Puis c'est ça. Fait que, à un moment donné, il a fallu que je dise qu'ils arrêtent la pluie est arrêtée, puis c'était rendu le jour, puis ils sont partis. Tu sais, fait qu'ils ont jamais su qu'est-ce qu'il y avait en haut ou ce qu'il y avait en bas. Jamais. Oh, wow. Mais c'est ça, c'était des... c'est des bons moments. Mais c'est ça, on n'a pas connu des trucs de folie. On n'a pas eu le temps de faire les gros... parce que tu sais, là-dedans, dans Cthulhu, il y a des campagnes monstrueuses. Ouais. Okay? Des affaires... tu vas dans 5 pays, puis les masques de Nyarlathotep, puis des affaires de même. C'était trop gros pour nous permettre de jouer à ça, fait qu'on a fait plus des petites affaires, là, des petites aventures, là. Mais ça reste que je sais pas, avec, tu sais, maintenant, là, en connaissant toutes les nouvelles règles puis toutes ces affaires-là, tous les nouveaux jeux qui sortent, là,
Puis tu sais, là, j'ai commencé à voir qu'il y a des nouvelles éditions parce qu'il y a des nouvelles compagnies qui ont parti à faire du Cthulhu, là, qui c'est pas les mêmes que Chaosium qui font le système basic. Je suis pas certain que le système basic c'est encore le système pour l'horreur. Tu sais. J'ai l'impression qu'il y a d'autres choses qui sont mieux à cette heure. Ouais. Ben, je trouve qu'on est dans un âge doré en termes de jeux de rôle. Ouais. Parce qu'on a beaucoup de systèmes intéressants. Les personnes commencent à être les concepteurs de jeux commencent à être très compétents en la matière et où ils ont beaucoup de rétroaction grâce à l'Internet. Beaucoup de feedback qui leur permet de vraiment peaufiner certains systèmes où beaucoup de concepteurs vont reprendre des systèmes qui ont déjà été faits puis leur apporter une twist. Et je pense beaucoup à Candela Obscura qui me fait penser un petit peu à Call of Cthulhu en termes de vibe, même si ça se veut être dans une autre époque, même si c'est un monde parallèle au nôtre. Mais ils vont aller chercher le système très très inspiré de Blades in the Dark, qui est un système de... Ce système-là, il est fait pour qu'il y ait des complications. C'est aussi simple que ça. Avoir une réussite, c'est des personnes qui ont dit avoir une réussite où tout va bien, c'est plate. Fait qu'ils ont créé un système où est-ce que t'as pas juste de réussite, où est-ce que tout va bien. C'est une minorité du temps, ça. Habituellement, quand tu réussis, il y a une complication. Et je trouve qu'il y a vraiment... justement, il y a des systèmes novateurs qui vont chercher ça et je suis très curieuse de savoir est-ce qu'ils l'ont réussi l'affaire. Parce que Blades in the Dark, je sais que ça roule, je sais que les personnes qui aiment ça aiment beaucoup ça. Et c'est justement un truc où est-ce que tu fais dans Blades in the Dark, tu joues souvent des vilains, des voleurs, tu fais un heist, une mission, beaucoup de sournoiserie, etc. Mais il y a tout le temps des complications. Je me demande au niveau de l'horreur, est-ce qu'ils ont bien réussi? Puis tu joues des personnes qui sont compétentes, mais qui en même temps sortent du monde, du monde bien réel. Tu peux jouer le journaliste. Tu peux jouer le... Tu peux jouer... Attends, le voleur. Mais c'est des magiciens de l'époque, donc tu sais, des illusionnistes, c'est pas des... C'est des magiciens de foire ou de choses comme ça. Ils n'ont pas de réelle magie. Je pense qu'il y a le médium et le... Et il y en a un autre qu'eux, ils ont des pouvoirs, mais quand ils utilisent des pouvoirs, automatiquement, ils prennent des blessures permanentes. Ils se rapprochent de plus en plus. Cthulhu, ouais. De la façon que tu me dis ça. Ouais. Tu peux prendre 3 types de dégâts. C'est du dégât physique, du dégât psychologique, donc du stress, puis des choses comme ça. Puis tu peux prendre du dégât magique, donc il va t'arriver des choses surnaturelles si tu es en contact avec du surnaturel puis tu fais pas attention. Et si tu prends trop de blessures, tu prends des scars, donc des cicatrices. Et si tu as trop de cicatrices, ton personnage doit, soit il meurt, soit il doit se retraiter. Mais c'est fait pour que tu ailles ta petite cellule où est-ce que tu fais des investigations du surnaturel, puis ton groupe prend de l'expérience quand ils travaillent ensemble. Débloquent des... Donc c'est fait pour qu'il y ait une progression, mais en même temps, au fur et à mesure, tu prends des cicatrices, puis tu as aussi une progression où est-ce que ça descend. Le monde sont de moins en moins... sont moins en moins équipés, sont de plus en plus en panique, sont de plus en plus stressés. Leur monstre du passé revient. Et j'ai vu la gang de Critical Role, que c'est eux qui ont parti ça avec le génial Spencer Stark, qui joue, mais en plus, on a un système, puis on le voit le jouer par des professionnels. C'est vraiment très agréable de voir ça. Et ma foi, je pense qu'ils ont réussi quelque chose, mais pas trop. Je vois pas de partie autour de moi. J'aimerais avoir du feedback des particuliers. Est-ce qu'ils ont réussi leur
Ouais. Ben écoute, tu le vends bien. En tout cas, moi, je trouve que ça a l'air très intéressant. Mais quand tu dis, mettons, que ça a été très inspiré de Blades in the Dark, Oui. tu sais, dans les jeux Forge in the Dark, souvent, il y a des mécaniques de flashback. Y a-tu ça dans Candela Obscura? Dans Candela Obscura, il l'a pas nécessairement, ça va revenir au maître de jeu s'il veut en profiter, mais il n'y a pas cette mécanique-là qui est très, très centrale, on va dire, à Blades in the Dark. Ouais. Là, c'est pas fait pour ça, mais ça va être. C'est le fait que tu as des. Dans Blades in the Dark, tes compétences, c'est un. Tu sais, je pense que tu as de 0 à 3 dans une compétence, comme par exemple Strike qui serait de frapper ou de l'équivalent de Slide of Hand, j'ai pas le nom, mais tu sais, t'as vraiment des disciplines puis qui vont de 0 à 3, peut-être 4, mais je pense que c'est juste. Puis à chaque fois, c'est un D6, D à 6 faces que tu roules. Puis il faut que tu aies au moins un 6 pour avoir une réussite sans complication. OK. Puis tu peux dépenser, je pense, du drive, qui est l'équivalent du stress dans Blades in the Dark, pour pouvoir faire que tu vas chercher les dés de plus, parce que des fois, tu veux prendre un 6, tu peux pas te permettre qu'il y ait des complications. Parce que tu as des jeux, tu as des fois où est-ce que le maître de jeu va dire les conséquences sont anodines, les conséquences sont sérieuses, ou les conséquences sont dramatiques. Tu veux pas rater quand tu fais un jet où les conséquences sont dramatiques. C'est le genre de choses que le maître de jeu peut faire. Ben, je prends ton personnage puis tu t'en fais un nouveau à la prochaine session parce qu'il est mort. Ou que tu souhaiterais que ton personnage soit mort, ça serait moins dramatique. Donc, tu sais, c'est un petit peu ce côté-là qu'ils ont repris, mais ils n'ont pas été chercher la mécanique de flashback qui est comme un des piliers. Ouais. Et un des génies de Blades in the Dark. Ça me semble quand même très intéressant. Si ça t'intéresse puis tu veux voir jouer, tu as simplement besoin d'aller sur la chaîne de Critical Role. Je recommande celle qui est animée par Matt Mercer. Il fait il fait une mini-série de 3. Sinon, il y a une autre mini-série qui est avec Spencer Stark. Spencer Stark. Et on est supposé en starter sur le Discord aussi. Là. Ah ouais, tu vas starter ça? Ouais. On start ça, une game? Ouais, c'est ça. Ouais, on veut faire un cercle. Puis, tu sais, un cercle, c'est comme les équipes là, qui jouent. Là. Puis, c'est ça, faire une dizaine d'aventures avec des joueurs différents à chaque fois. Là. Oh, wow. Ouais. Parce que, tu sais, on veut le tester aussi, là. Justement, on n'a pas entendu parler beaucoup, là, tu sais, m'amener. C'est vrai que j'ai pas vu d'actual play, mettons, au Québec, de ce jeu-là. C'est ça, fait que là, on est supposé partir ça cet été, là. Fait que... Ouais. Tu fais-tu bien des choses, toi, cet été, Gab? Quand même! Quand même! Ouais. On va regarder comment on essaie de le sortir, là, parce que, tu sais, c'est plus aussi... ben, c'est ça que j'ai pensé tantôt quand vous m'avez parlé de Cthulhu, tu sais, des fois, les jeux... j'ai l'impression que pour avoir un bon feeling, puis les jeux d'horreur, c'est peut-être mieux quand c'est pas une très longue campagne, tu sais. J'ai l'impression que quand c'est plus des genres de petits one-shot, des 3-4 parties ou quelque chose de même, il y a plus... Tu sais... quand c'est long, tu prends de l'expérience, tu deviens plus fort. Puis tu survis à plus. Puis quand c'est des petites parties, tu sais, on dirait que t'as moins peur d'aller dans le grenier ou dans le sous-sol parce que tu te dis, tu sais, je joue là. Ben, le rythme est plus rapide. Tu sais, c'est juste une expérience différente, je pense. Ouais. Tu sais, parce que tantôt, je parlais justement de Montagne Verte. On a fait quand même une pas pire longue campagne avec ça, tu sais. Mais effectivement, un bon one-shot d'horreur que tu ne sais pas si tu vas survivre à la fin de ton 3-4 heures, c'est le fun. Ouais, tu te rends plus loin parce que, tu sais, c'est... Les parties de Cthulhu, ils en ont fait des grosses, là. La montagne illuminée. Il va falloir, en tout cas, ils en ont fait plein, mais ils ont beaucoup de petites aventures, tu sais. Parce que, tu sais, c'est comme... Tant qu'à pas survivre, on va s'arranger pour que tu... Non, mais... C'est ça. Ah oui.
Je suis très curieuse de connaître les commentaires des gens justement, soit dans YouTube ou sur le Discord. Est-ce que l'horreur, c'est quelque chose que vous jouez souvent et vous avez des choses à dire? Ou au contraire, est-ce que la conversation qu'on a en ce moment, c'est quelque chose qui vous en voulez plus parce que c'est un nouveau monde pour vous? Vous jouez comme nous, Ludo et moi, surtout du médiéval fantastique, et vous restez là, bien dans vos pantoufles. Comment vous trouvez ça? Je pense que ce serait intéressant de vous entendre. Et maudit que c'était bon comme partie. Ouais, là, on est mieux de le séparer. Là. Il va y avoir un autre partie après, puis on vous en dit pas trop, mais on parle de cornichons.